Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19h sur l'ensemble des réseaux synchronisés de la RTS, le journal. À la présentation, Elisabeth Agnessar, les titres de cette édition, le taux de transmission mère-enfant du VIH-Sida passe de 4,3 à 3,1%. C'est ce que révèlent les résultats de l'enquête transmission Sida mère-enfant présentée ce matin à Dakar. Les acteurs se fixent comme nouvel objectif l'élimination complète d'ici 2020. Le secteur privé national qui s'engage à accompagner la campagne Zéro déchet lancée par l'unité de coordination de la gestion des déchets solides. C'est ce qui ressort de la réunion sur la propreté urbaine tenue ce matin à Dakar. La page des sports. Nous serons en compagnie de Benoît Badiane dans la deuxième partie de cette édition. À suivre également la rétrospective 2015 dans le secteur de l'éducation. Une année marquée par les grèves répétitives et l'affaire des 690 élèves maîtres recalés pour fraude. Ce sera avec François Xavier Thiaw. À suivre en fin d'édition la revue de presse présentée par Arona Diouf. À la partie technique, Marie-Claire Sen, rebonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Le taux de transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant est passé de 4,3 à 3,1%. C'est ce qui ressort de l'enquête menée ici au Sénégal sur la contamination de la maladie de la mère à l'enfant. Le ministère de la Santé ainsi que les acteurs de la lutte contre le sida s'engagent désormais à éliminer la contamination de l'enfant par la mère à l'horizon 2020. Le compte rendu de Magic Ensemble. Unisida avait lancé en 2010 une campagne dénommée Born HIV Free qui véhicule un message de zéro enfant contaminé à la naissance. Le Sénégal a mené à bien cette campagne si l'on se fonde sur les résultats de l'enquête réalisée en 2015 sur la transmission du VIH de la femme à l'enfant. Dr Marie-Hemes Ngom Ndiaye, représentante du ministère de la Santé. Il y a eu une première évaluation en 2010, nous voilà aujourd'hui. Les résultats sont probants, donc de presque 4%, on est aujourd'hui à 3% et nous devons aller jusqu'à moins de 2%. Les acteurs de la santé ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. C'est pourquoi ils appellent toute la communauté à s'impliquer davantage dans la lutte contre le phénomène. Donc ce que nous voulons aujourd'hui, c'est cette sensibilisation. Et c'est ce plaidoyer au niveau des leaders, aussi bien leaders politiques, leaders coutumiers, leaders religieux, pour expliquer qu'aujourd'hui, dans la constatation prénatale, que le dépistage du VIH-Sida ne doit plus être un tabou. Après de réconfortants résultats de l'enquête, le ministère de la Santé s'est fixé un nouveau objectif à atteindre à l'horizon 2020. Il y a des efforts qui ont été consentis, mais il y a encore à faire, parce que nous devons éliminer totalement aujourd'hui cette transmission mère-enfant, et on l'a vu, du point de vue éthique, mais également du point de vue même social, on ne doit plus avoir des enfants nés séropositifs. Il y a les médicaments, il y a tout l'accompagnement aujourd'hui dans notre pays. Les résultats de l'enquête sur la transmission du VIH de la mère à l'enfant laissent optimistes les acteurs du secteur. D'ailleurs, ils comptent toujours mener le combat jusqu'à l'éradication du phénomène. Madigen Somb, je vous le disais dans les titres, l'État mise sur un partenariat public-privé fort pour lutter contre l'insalubrité. C'est dans ce cadre que les entreprises sénégalaises se sont engagées à accompagner la démarche zéro déchet. C'est une initiative de l'unité de coordination de la gestion des déchets solides du CG qui souhaite s'appuyer sur le sponsoring et le parrainage donc pour arriver à ces objectifs. C'est ce qui ressort de la réunion sur la propreté urbaine tenue ce matin à Dakar. Le compte rendu d'Awassissé. L'unité de coordination de gestion des déchets solides s'enrichit d'un nouveau cadre pour mieux lutter contre l'insalubrité. Le groupe RSE Sénégal Zéro Déchet, composé d'une quinzaine d'entreprises sénégalaises, s'est engagé à accompagner l'État pour gagner la bataille des déchets solides dans les grandes villes du Sénégal. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la gouvernance locale et de l'aménagement du territoire. La problématique de la propreté est une problématique transversale et que tous les acteurs doivent mettre la main à la pâte. Et parmi ces acteurs, nous sommes conscients que le secteur privé, l'acteur entreprise, doit accompagner le dispositif. 14 entreprises qui déjà à l'initiative peuvent être considérées comme étant les membres fondateurs de ce grand groupe RSE Sénégal Zéro Déchet. 14 entreprises qui décident, dans le cadre d'un plan d'action qu'elles vont elles-mêmes élaborer, de déclencher un processus de responsabilité sociétale d'entreprise pour prendre en charge ce grand défi de la propreté. Cette initiative basée sur la responsabilité
responsabilité sociétale des entreprises compte s'appuyer sur deux formules que sont le parrainage et le sponsoring, une manière d'impliquer davantage les populations pour gagner ce pari. Ibrahima Diagne est le coordinateur de l'UCG. Nous nettoyons, mais après derrière, il faut quand même des ressources pour les pérenniser. Donc c'est en cela que nous invitons les entreprises sur un parrainage de l'espace public. Donc ça peut être des ronds-points, ça peut être des jardins publics, ça peut être des grandes artères. Maintenant pour le sponsoring, le concours quartier zéro déchet est lancé. Donc en cela, nous espérons quand même que les entreprises ici présentes qui s'engagent à cette initiative vont pouvoir quand même proposer des récompenses aux quartiers qui sont le plus distingués. Le suivi-évaluation qui était jusque-là le ventre mou du système sera cette fois-ci assuré par les populations. Des populations qui joueront désormais le rôle de sentinelle à travers la plateforme 2.0 qui non seulement va leur permettre d'interagir mais également d'aider à impulser la citoyenneté. Voici, c'est le ministère de l'économie, des finances et du plan était ce matin à l'écoute du secteur privé, des échanges qui ont duré 5 tours d'horloge. Une rencontre que compte donc pérenniser le ministère pour une meilleure prise en compte des problèmes qui plombent le développement de notre pays. Yolande Gaye. Le secteur privé est un acteur majeur du développement de notre pays. C'est dans ce cadre que le gouvernement a placé le secteur privé au cœur du PSE. Dans cette dynamique, des réformes cruciales sont en train d'être mises en œuvre dans les domaines de l'énergie, du foncier et de faciliter les procédures afin de rendre l'environnement des affaires davantage attractif et promouvoir l'investissement privé. Pour le ministre de l'économie, les actions entreprises depuis la mise en œuvre du PSE en termes d'orientation, d'investissement et de renforcement commencent à porter ses fruits. Amadouba. Notre objectif au début de l'année était de réaliser un taux de croissance du PIB réel de 5,4. Il va se situer à 6,4 au terme de cette année 2015. À cela s'ajoute d'une part le dynamisme du secteur secondaire, le renforcement des activités de construction, la relance des industries chimiques et d'autre part le maintien de la vigueur des activités de service. En 2015, le déficit budgétaire devrait s'établir à 4,7% du PIB contre 5%. En 2016, le déficit budgétaire est projeté à 4,2% du PIB, traduisant l'effet positif de l'activité économique. Le gouvernement entend porter le déficit public en deçà de 3%, conformément à la norme communautaire dans l'UEMOA, selon toujours Amadouba. Pour le secteur privé, cela devrait constituer une opportunité de taille en raison des perspectives en termes de disponibilité de ressources financières au niveau du secteur bancaire pour financer l'investissement privé et accompagner de manière effective l'État dans la réalisation des objectifs déclinés dans le plan Sénégal émergent. Pour le secteur privé, de telles initiatives sont à saluer, mais nous ne pouvons réussir le PSE si l'État ne prend pas en charge certaines questions, selon le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, Mansour Kama. Très souvent, nous avons l'impression qu'on privilégie dans notre pays les importations au détriment de la production intérieure et des exportations. Nous ne pouvons pas réussir le PSE si l'industrialisation du Sénégal n'est pas simplement théorique. Et il y a un nombre d'actions qu'il faudrait prendre pour que cette industrialisation soit une réalité. Le ministre de l'économie, des finances et du plan s'est félicité de ces échanges et a pris l'engagement de les pérenniser pour une meilleure prise en charge des préoccupations du secteur privé. Yolande Gaye, les 11 présumés homosexuels de Kaolack sont libres. Le procureur n'a pas assez de preuves pour les placer sous mandat de dépôt. Ils avaient été arrêtés, on le rappelle, alors qu'ils organisaient une fête le 23 décembre dernier à Daouda Badiane. Le procureur, ne disposant pas de preuves suffisantes, a décidé de mettre fin à toute poursuite judiciaire contre les 11 présumés homosexuels. Ils ont donc été libérés notamment pour éviter que les populations se déchaînent sur eux. Cette affaire qui a défrayé la chronique et suscité beaucoup de commentaires à travers toute Kaolack font ainsi comme du beurre au soleil. Les populations encore sous le choc continuent à ruminer leur colère. Certains nourrissent l'idée selon laquelle des bras seraient derrière cette libération. Ce matin au commissariat central, les éléments du groupement d'intervention mobile veillent au grain. Daouda Badiane, Kaolack, RTS. Et puis Ndiassane célèbre ce mercredi donc son Gamou. Il s'agit du Gamou version baptême. À la veille de cet événement, les chants religieux résonnent dans la cité Khadr Cherfal. Ndiassane,
en ce jour baptême de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, vit au rythme de la foi. La cité religieuse de Mambou est ainsi plongée dans la ferveur de la commémoration d'une naissance pas comme les autres. Partout, ça bourdonne au son des tabalas et autres chants khadr. Pour cette édition, l'accent sera mis sur la paix et la concorde nationale. Ndiassane propose une alliance des confréries pour combattre les ennemis de l'islam. Le professeur Mohamed Kounta est le coordinateur du GAMO. Qu'est-ce que la paix? Comment y arriver? Poser des actes concrets. D'abord, pour de ce qui est de l'alliance des confréries, Ndiassane insiste beaucoup, le Khalif insiste beaucoup. Le GAMO est pendant ce temps animé par des prières appelées Hadara, consacré au livre écrit par Cheikh Sidi Mokhtar Kountouyou qui exalte le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et des causeries axées sur les enseignements de Mambou. Dans cette terre des descendants du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Ndiassane ouvre donc ses portes à ses hôtes dans une ferveur qui chante les louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à qui la nuit de ce mercredi 30 décembre 2015 est dédiée. RTS Cherfal. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Au Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré a pris les rênes du pouvoir ce mardi. Le président élu le 29 novembre dernier a prêté serment en fin de matinée au palais des congrès de Ouagadougou. Plusieurs chefs d'État africains, dont Macky Sall, étaient présents. Le président a donc promis une reddition des comptes. Pour lui, c'est la seule façon pour le pays de repartir du bon pied. Le nouveau chef de l'État burkinabé ne tolérera pas l'incivisme. Et puis Ebola en Guinée, c'est fini. Le pays a déclaré officiellement la fin de la maladie ce mardi. La Guinée a enregistré en 2 ans 3804 cas d'Ebola pour 2536 morts. Elle est donc, après le Libéria et la Sierra Leone, le dernier pays débarrassé de la maladie. Et puis crise burundaise après la reprise des contacts hier en terre ougandaise. Le gouvernement se rendra-t-il le 6 janvier prochain à Arusha en Tanzanie pour négocier? Le ministre des Affaires étrangères du Burundi dit non et continue donc. Pour lui, c'est la façon de faire la médiation qui ne fait pas à l'unanimité dans son pays. Et puis les députés gambiens ont adopté hier une loi interdisant l'excision. La pratique est passible de 3 ans de prison et d'une amende de près de 800 000 francs CFA. C'est parti pour le sport et nous sommes en direct avec Benoît Badiane. Bonsoir Benoît. Bonsoir Elisabeth Agnassar. On démarre avec le basketball avec le futur palais des sports de Diamniadio, une aubaine pour le basketball sénégalais. C'est ce qu'a laissé entendre le directeur technique national, surtout pour développer la discipline à la base. Maguette Diop se prononçait hier au palais de la République à l'issue de la cérémonie de remise des récompenses aux Lions du basket champion d'Afrique 2015. Nous l'écoutons. Mais ces ambitions, c'est aller encore en avant, c'est encore développer notre basket. Moi je pense que tant que je le pourrai, tant que j'aurai longue vie, tant que j'aurai une bonne santé, je vais m'évertuer pour développer notre basket. Nous avons encore des chantiers d'abord, des chantiers pour devenir encore plus haut. Et nous avons la possibilité de le faire. Moi je pense que les chantiers prochains, tout le monde savait, il y a les Jeux Olympiques, il y a les Paralympiques pour les garçons, mais il y a aussi le développement du basket à la base qu'il faudrait encore développer. Moi je pense que tant que vraiment nous sommes là, nous allons travailler dans ça. Surtout avec le futur palais des sports. Moi je pense que ça va presque nous encourager à travailler et à maîtriser nos compétitions. Et vous savez, quand on veut développer une discipline, c'est toujours d'abord il y a le travail de base, mais aussi il y a les compétitions qu'il faudrait gérer. Avec le nouveau palais des sports, je pense que nous pourrons maîtriser bien nos compétitions, pouvoir les faire à temps et les finir à temps, et ensuite avoir vraiment l'infrastructure de taille qui nous permettent de mettre un basket de qualité. Moi je pense qu'avec cette infrastructure-là, nous pourrons mettre un basket de qualité et travailler et pour renforcer nos équipes nationales.
Voilà, c'était Maguette Diop, le directeur technique national de la Fédération sénégalaise de basketball. Football en plus bref, Paulo Duarte va retrouver le banc des étalons du Burkina Faso. Le technicien portugais qui avait occupé le poste entre 2008 et 2012 succède à Hernan démissionnaire il y a quelques jours. Le retour de Duarte, 46 ans, devrait être officialisé dans les heures à venir. C'est sous sa houlette que les étalons avaient franchi un palier se qualifiant pour les CAN de 2010 et de 2012. On termine avec cette rencontre prévue tout à l'heure à partir de 19h45. C'est en Angleterre avec le Boxing Day qui se poursuit entre Leicester et Manchester City. Leicester qui occupe présentement la deuxième place du classement derrière Arsenal à un point d'Arsenal. Manchester City occupe la quatrième place du classement. Un match prévu tout à l'heure à partir de 19h45 entre Leicester et Manchester City. C'est tout pour les sports. Elisabeth Agnessar. Merci beaucoup Benoît Badiane qui présentait en direct la page des sports. Rétrospective 2015. Le journal parlé de Radio Sénégal vous replonge dans les événements phares et déclarations choc de l'année 2015. Politique, économie, société, éducation, santé, sport, international et autres. Retour sur 365 jours d'actualité. Ce sera du lundi 28 décembre 2015 au vendredi 1er janvier 2016 dans toutes nos éditions. Rediffusion le 2 janvier 2016 à 12h et 13h. Le résumé de l'actualité dans les régions à suivre le 31 décembre à 18h et 19h. Rediffusion le 2 janvier 2016 à 18h et 19h. Rétrospective 2015 sur Radio Sénégal, c'est comme si l'année vous était recomptée. La rétrospective qui se poursuit donc sur Radio Sénégal ce soir, focus sur le secteur de l'éducation. Elle a été marquée en 2015 par les grèves répétitives et les tensions au sein du grand cadre des syndicats d'enseignants. Mais c'est surtout l'affaire des 690 élèves maîtres recalés pour fraude qui a retenu l'attention. François-Xavier Thiaw. Bonjour. L'école sénégalaise aura été marquée en 2015 par l'affaire des 690 élèves maîtres recalés par le ministère de l'Éducation nationale pour cause de fraude. Les tensions au sein du grand cadre des syndicats d'enseignants et les grèves répétitives ont également rythmé 2015. Arona Diouf. Après un début d'année marqué par une série de grèves, le gouvernement et l'Union syndicale pour une éducation de qualité, l'USEC et l'UDEN sont parvenus à un accord. Nous sommes le 17 avril, un accord pour stabiliser et valider le procès verbal qui retrace l'exécution du protocole d'accord. Une signature qui a conduit les syndicats de l'USEC de prononcer la suspension de leur mot d'ordre de grève, estimant que le gouvernement est évasif sur les réponses qu'il doit apporter sur les différents points de revendication. Le grand cadre fort de 34 syndicats d'enseignants se barricade et poursuit la deuxième phase de son plan d'action. L'école sénégalaise était loin de connaître une période d'accalmie. Aucune rencontre entre le gouvernement et le grand cadre n'étant en perspective. La société civile s'active le 30 avril après une énième rencontre entre les deux parties. La ministre de la fonction publique, Madame Viviane Bampassi, annonce la bonne nouvelle. Le gouvernement venait ainsi de s'accorder avec le grand cadre pour une suspension du mot d'ordre de grève qui paralysait depuis février l'école sénégalaise. Mais 2 jours après, c'est-à-dire le 2 mai, le grand cadre, la tendance Mamadou Lamine Dianté fait volte-face en décidant de poursuivre la grève. C'est l'incompréhension. Le grand cadre éclate et certains syndicalistes demandent ouvertement la démission du secrétaire général du SAEMS-CUSEMS 2015 aura également été marqué par cette affaire de fraude dans le recrutement des élèves maîtres. Une affaire éventrée par les services de Serigne Mbaye Thiam qui annonce 690 cas de fraude en décidant de l'annulation de leur admission. Seulement réunis autour d'un collectif, ces 690 élèves maîtres décident de porter l'affaire à la Cour suprême pour annulation de la décision prise par Serigne Mbaye Thiam. Et dans son arrêt rendu à la veille de la Tabaski, la Cour suprême annule l'arrêté numéro 3816 du 27 août du ministre de l'Éducation nationale portant annulation de l'admission des 690 élèves maîtres. Les services du ministère de l'Éducation nationale persistent et signent et obtiennent des soutiens de taille. D'abord, le chef de l'État en déplacement à Tivaouane qui a réaffirmé son soutien à son ministre. Je le cite: vous avez tout mon soutien, soyez rassurés que nous ne serions
tolérer que l'avenir de la jeunesse de ce pays soit compromis par des comportements indignes. À l'Assemblée nationale, c'est un front national contre la fraude et les fraudeurs qui est annoncé. Des mesures indispensables selon les camarades de Moustapha Diakhaté pour préserver la qualité des enseignements et l'intégrité des concours. C'était le 30 avril 2015, tard dans la soirée, après des mois de négociations, le gouvernement et les syndicats d'enseignants parviennent à un accord. Les élèves du public peuvent désormais reprendre les chemins de l'école. Le grand cadre vient de suspendre son mot d'ordre de grève. À l'issue de la rencontre, la ministre de la fonction publique a dit toute sa satisfaction. Viviane Elisabeth Laure Bampassi, que je vous propose d'écouter. C'est donc avec beaucoup de bonheur et de satisfaction que nous sortons de cette réunion, puisque nous avons pu obtenir un accord avec le grand cadre qui a accepté en toute responsabilité de suspendre le mot d'ordre de grève et de permettre donc sans délai que les enfants retournent à l'école. Les syndicats d'enseignants qui ont su faire preuve de dépassement ont montré encore une fois que c'est le Sénégal qui leur importe, qu'au-delà du Sénégal, c'est l'élève dont ils ont la charge qui est important. Je voudrais donc encore une fois les féliciter. Ce que nous avons obtenu, c'est une victoire pour le Sénégal, c'est une victoire pour l'école sénégalaise et qui nous conforte que dans l'idée que notre peuple a un génie particulier et qu'il faut savoir dans les moments les plus difficiles faire confiance à ce génie qui nous a permis aujourd'hui d'avoir cet accord et de sauver l'année scolaire. Sur l'indemnité de logement, et c'est pour cela que je dis que les syndicats ont su faire preuve de dépassement, ils ont accepté d'attendre pour pouvoir nous projeter vers le nouveau système de rémunération qui va prendre en charge le régime indemnitaire de l'ensemble des agents de la fonction publique. Les fonctions des salaires. Les fonctions de salaire, ils l'ont évoqué. On dit pas péjorativement que ce sont des fonctions de salaire, mais c'est tout simplement des jours non travaillés qui ne sont pas payés. Le Premier ministre en a pris bonne note. Je pense qu'il va rendre compte au chef de l'État et le gouvernement verra dans ce cadre-là ce qui peut être fait. Mais pour l'instant, il n'y a pas sur cette question-là de décision précise, mais je voudrais tout simplement dire que le Premier ministre a été très sensible à cette question. Nous verrons dans les jours à venir ce qui pourra être. À présent, l'invité de la rétroéducation, Mamadou Seydou Anne, membre du comité des plénipotentiaires de l'entente nationale des associations de consommateurs. Il décrypte pour nous les mots qui gangrènent le système éducatif sénégalais, des mots qui n'ont pas épargné l'année 2015. Il préconise la formation citoyenne. Mamadou Seydou Anne répond aux questions de Arnaud Diouf. Monsieur Mamadou Seydou Anne, membre du comité des plénipotentiaires de l'ENAC, l'entente nationale des associations de consommateurs, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'année 2015? Ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a eu beaucoup de menaces. Et malheureusement, les menaces, même si elles ne sont pas une discussion à 100%, elles enlèvent quand même la sérénité qui permet aux gens de travailler, si nous parlons de l'année scolaire. Mais qu'en final, moyennement, ça s'est assez bien fait. Mais il faut toujours qu'on évite de travailler sous des pressions inutiles qui consistent à dire on travaille aujourd'hui, est-ce qu'on va travailler demain, est-ce qu'on va travailler après-demain. 2015 aura également été marqué par cette affaire des 690 élèves maîtres accusés de fraude. Comment vous, à l'ENAC, avez-vous apprécié cette question-là? L'ENAC, nous avons effectivement même pris position globalement sur l'école sénégalaise et en particulier tout le temps ces pressions des enseignants, des divers syndicats d'enseignants. Maintenant, pour les cas des élèves maîtres, j'ai l'impression aussi que les gens ne partent pas, que la FASTEF n'est plus école normale, qui est devenue une faculté. De la même façon, on ne donne pas du travail à un médecin qui sort de la faculté de médecine, on ne donne pas du travail à un mathématicien ou physicien qui fait pas de sciences, on n'a pas une obligation de donner du travail à quelqu'un qui fait la FASTEF. Je crois que là aussi, il faut quand même que ce soit très clair. La FASTEF est une faculté et n'est plus une école normale supérieure. Une fois que ceci est dit, maintenant nous voulons que le gouvernement prenne partout des gens bien formés qui puissent mener notre école à bon port. Maintenant, il y a un quiproquo actuellement au Sénégal qui fait que la formation, c'est simplement la formation pédagogique des enseignants. Et je me rends compte que la formation humaine et la formation citoyenne manquent complètement à nos enseignants. Il y a également cette éternelle guerre entre gouvernement et syndicats d'enseignants qui a failli mener l'école sénégalaise vers une année blanche. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut remédier à ces éternelles questions-là? Il appartient au gouvernement d'accepter ce qu'il peut faire, de refuser ce qu'il ne peut pas, même si les
écoles vont être fermées. Ça c'est un. Ceci étant dit aussi, le gouvernement est un mastodonte tellement grand qu'il n'y a personne qui maîtrise la situation à quelques jours près. Les gens de ma génération, moi quand j'entrais dans l'enseignement en 1961, j'étais recruté en novembre, j'ai eu mon premier salaire en mars. Le processus du gouvernement est extrêmement... Et là, ça dépend de... Monsieur Diouf, vous n'avez pas remarqué que les mêmes problèmes, depuis Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall reviennent. Mais c'est que ça ne dépend pas de ces gens-là. Ça dépend de l'administration. Donc, le fait qu'on dise que quelqu'un ne soit pas payé le 3 ou le 4 ou le 5, c'est tout le premier salaire, il y a un processus tel que... Donc je reviens, je ne suis pas d'accord avec le gouvernement de remettre une décision, mais quelques jours sur l'application d'une décision, ça ne dépend de personne. C'est un processus, il s'agit du gouvernement prendre des décisions que tu peux appliquer, mais il n'y a pas que que le gouvernement tu l'appliques hier, tu n'as pas appliqué ça depuis hier, aujourd'hui nous allons en grève. Maintenant, dans ces grèves aussi, il faut que le gouvernement cesse de gaspiller notre argent et de payer à des gens qui n'ont pas travaillé. Je ne sais pas pourquoi on ne paye pas aux chômeurs. Quand quelqu'un travaille, il n'est pas payé. C'est la règle. Monsieur Mamadou Seydou Anne, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes membre du comité des plénipotentiaires de l'Entente nationale des associations de consommateurs. À présent, la revue de presse présentée par Arnaud Diouf. L'affaire des supposés homosexuels, les journaux rendent compte de la chaude matinée d'hier à Kaolack. Le journal Enquête d'abord qui nous raconte cette chaude matinée estime que la police de la ville a eu hier toutes les peines du monde pour procéder au transfèrement au parquet des 11 homosexuels appréhendés le 24 décembre dernier. Il a en effet fallu, explique le populaire, 6 heures aux policiers avant de pouvoir les exfiltrer sous escorte pour les acheminer au tribunal parce qu'une foule massée devant le commissariat voulait leur faire la fête. Ces 11 supposés homosexuels, aux dernières nouvelles, informe l'observateur, qui ont bénéficié d'un retour de parquet et placés en détention dans un lieu tenu secret pour les protéger de la furie populaire. Cette nomination qui fait la une aujourd'hui de la presse, Djibo Leyti Kane, nommé président de la Commission nationale du dialogue des territoires, une structure, renseigne Le Soleil, nouvellement créée par le chef de l'État Macky Sall par décret numéro 2015-1970 en date du 21 décembre 2015 et qui sera chargé, selon toujours mon confrère, d'assister le président de la République dans la définition de mécanismes de coopération territoriale, d'accompagner le gouvernement dans la promotion de groupements d'intérêt communautaire et d'aider les collectivités locales à la mise en œuvre de groupements d'intérêt communal et d'établissements publics territoriaux. Seulement, commente Walfadjri, si pour le moment on n'en connaît pas davantage sur les contours et le contenu réel de cet organisme, on sait en revanche, notre Walf, que cette mise en scène entre en droite ligne d'un rapprochement débuté depuis quelques mois et qui s'est concrétisé avec la récente nomination de proches du rénovateur à des postes de président de conseil d'administration. Et voilà, indique l'AS, quelqu'un qui aura mangé à toutes les tables des chefs d'État que le Sénégal a eu, de Senghor à Macky Sall en passant par Diouf et Wade, à croire qu'il a cette vie comme ses félins, compare Samba Allah, ses félins très agiles, très rusés, oui, parce qu'on croyait. C'est un le populaire encore qu'il est défini, cette fois-ci véritablement fini après avoir épuisé toutes ses cartouches. Son parti n'étant que l'ombre de lui-même. Le voilà qui rebondit encore sur ses deux pieds au cœur du pouvoir de Macky Sall, qui lui déroule un tapis rouge, épuise les lions du basketball reçus hier au palais de la République avec tous les honneurs des récompenses aux lions du basketball que mes confrères de l'AS appellent le panier primé du Père Noël Macky, appartement de 4 pièces et 10 millions de francs CFA à chaque lion. Macky Sall relève le populaire, fait mieux à Abdou Diouf. Maître Abdoulaye Wade. La revue de presse présentée par Arnaud Diouf à 19h, passé de 28 minutes, c'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. Le taux de transmission mère-enfant du VIH-Sida passe de 4,3 à 3,1%. C'est ce que révèle les résultats de l'enquête transmission Sida mère-enfant présentée ce matin à Dakar. Les acteurs se fixent comme nouvel objectif l'élimination complète d'ici 2020. Et puis le secteur privé national qui s'engage à accompagner la campagne Zéro déchet lancée par l'unité de coordination de la gestion des déchets solides. Et c'est ce qui ressort de la réunion sur la propreté urbaine tenue ce matin à Dakar. La page des sports
Nous étions en compagnie de Benoît Badiane dans la deuxième partie de cette édition. Vous avez également suivi la rétrospective 2015 dans le secteur de l'éducation, une année marquée par les grèves répétitives et l'affaire des 690 élèves maîtres recalés pour fraude. La revue de presse présentée par Arnaud Diouf a bouclé ce 19h mise en onde par Marie-Claire Sen et Fatima Ndiaye Diop par la distribution au Marceau, une édition réalisée par Papa Malik Ndaw, Ibrahima Khalil Goudjabi et Mouma Khadafi Diakhaté. Devant ce micro, Elisabeth Agnassar, encore merci de nous avoir suivis. L'information revient à 21h30 avec le journal en Wolof qui vous sera présenté par Khalilou Dia. À 22h, l'édition en français présentée par Salimari Kamara. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.